Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ces nouvelles actus de la semaine. Alors, aujourd'hui, vous voyez mon petit micro. Alors, j'essaie de le mettre comme ça en espérant que le son soit un petit peu meilleur. Je voulais pas qu'on le voit, donc du coup, j'ai tendance à le mettre un petit peu loin et le son ne me plaît pas. Voilà, je suis obligé d'augmenter le gain et on perd en qualité. Donc, on va voir si c'est mieux comme ça. J'ai fait des petits changements. J'espère que vous ne verrez pas, ou pas trop. Le but c'est que ce soit invisible, mais pour rendre les choses plus pratiques, pour afficher des choses à l'écran qu'avant je n'affichais pas. Donc j'espère que tout va bien fonctionner, et puis sinon on fera avec. Alors on va commencer, comme à chaque fois, par le repas du jour, pour vous donner des idées sur ce que je mange au quotidien. Alors, au repas du jour, aujourd'hui, qu'y avait-il ? Nous avons une belle assiette de crudités, avec de la salade verte, plus de la roquette. Ensuite, des champignons de Paris, on les voit. Les radis, on les voit. Un petit peu de carottes râpées. Et puis sur le dessus, oignons rouges nouveaux et aillés. Bon, pas mal. Ensuite, en deuxième entrée, quelques asperges. Alors, c'est local et c'est de saison. Faut en profiter. Il y en a par chez nous encore pendant un bon mois ou un mois et demi. Ça fait déjà 2 semaines qu'on en a. Ensuite, avec ça, nous avons un plat. Un plat avec... Alors, les courgettes, elles sont locales aussi et elles sont de saison. Bon, évidemment, elles sont cultivées sous serre. Alors ici, c'est pas des serres qui sont chauffées. C'est des grandes serres, des grands tunnels avec des bâches en plastique. Mais voilà, les premières courgettes... donc là, c'est la toute première semaine, samedi dernier. Donc j'en ai pris. Ça change un peu des légumes d'hiver. Revenu à la poêle avec un peu de graisse de canard ou de poulet. Et puis en arrière, on avait un blanc de poulet et du foie de poulet. Voilà. Comme les blancs étaient un peu petits, j'ai rajouté les foies et puis manger que des foies, manger que des foies. C'est un peu coriace. Alors je vais vous montrer la même assiette mais vue sous un angle différent. Voilà. Juste pour vous montrer un petit peu l'illusion d'optique, ce que ça fait. En fait, quand on prend la photo, le premier plan, il a l'air beaucoup plus gros. Donc là, on peut avoir l'impression que le morceau de viande, il est énorme, que les foies, ils sont énormes, et puis que la courgette, elle est toute petite. Et puis voilà. Là, on est plus en vue. Là, j'ai pris moins à l'horizontale, j'étais plus sur le dessus. Donc on voit plus la taille réelle des différents éléments. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que peut nous donner l'effet d'optique. Et des fois, voilà, on se fait avoir. Petite parenthèse fermée sur cette illusion d'optique. Alors donc j'ai entendu le lundi soir aux infos qu'il y avait eu des aurores boréales. Bon, moi je savais pas, je suis pas allé voir dehors. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le lundi matin, je me suis levé, j'avais un mal de crâne, j'étais fatigué, j'avais pas bien dormi, et j'ai étudié en géobiologie que quand il y a une aurore boréale, ça veut dire qu'il y a une éruption solaire importante, que les particules du soleil, donc le soleil il émet des particules, plus un rayonnement gamma et un rayonnement X, donc qui nous grillerait sur place s'il n'y avait pas la couche d'atmosphère qui nous protégerait. Quand il y a une aurore boréale, ça veut dire que les particules qui sont émises par le soleil, qui sont dangereuses pour nous, elles frappent les molécules de gaz de l'atmosphère et ça va émettre des couleurs, du vert, du violet, du rouge, ça dépend du type de particules, enfin pas du type de particules, du type de gaz dans l'atmosphère. Et voilà, sauf que il y a toujours une partie des particules qui va pénétrer dans l'atmosphère et qui va atteindre le sol. Et les personnes les plus sensibles, dont je fais partie, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont sensibles, le ressentent et ont hyper mal dormi ce week-end, ont été hyper fatigués. Mardi, j'étais claqué, mais vraiment beaucoup. Et mercredi, du coup, ça allait mieux. Voilà, donc les aurores boréales, c'est vrai que c'est joli, mais il ne faut pas oublier ce que c'est à la base. C'est quand même une explosion solaire hyper forte, et donc qui envoie des particules qui nous sont nocives. Voilà. S'il n'y a pas l'atmosphère, s'il n'y avait pas l'atmosphère pour absorber, 90% de ces particules, on serait mort. Tiens, je vais vous parler de ce film que j'ai vu.
Women Talking. Alors j'ai le titre en anglais, en français ça s'appelle Ce qu'elles disent. Alors quand on regarde l'affiche, ça fait pas trop envie. C'est un peu bizarre et quand le film démarre, ce noir et blanc, avec peu de couleurs, c'est spécial. Mais j'ai bien aimé le film. Alors Women Talking c'est tiré d'un roman qui a été publié en 2018 et l'autrice, elle s'est inspirée d'un fait réel qui a eu lieu, de viol collectif de femmes de tous âges par des hommes au sein d'une communauté ménonite en Bolivie entre 2005 et 2009. Bon, c'est pas très réjouissant, forcément. Alors les femmes, elles étaient droguées avec un anesthésiant vétérinaire et elles se réveillaient, le corps meurtri, couvert d'eau bleue et parfois en sang. Et les hommes les convainquaient que c'était le fruit de leur imagination ou que c'était l'œuvre du démon. Alors il y a 8 hommes de la colonie qui ont été déclarés coupables d'agression sexuelle en 2011, donc ça c'est ce qui s'est passé en vrai par le tribunal bolivien. Mais bon, ça n'a pas réglé le problème puisque les agressions sexuelles ont continué en 2013, et alors que ces hommes ils étaient condamnés, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont pris la relève. Alors celle qui a écrit le livre, elle est elle-même issue d'une communauté ménonite du Canada, et donc s'est emparée de ce fait pour faire le roman, et voilà. Alors c'est vrai que si l'histoire elle est hyper violente, en arrière-plan, le film il est pas, c'est déjà pas mal, même si on voit quand une femme elle se réveille avec plein de bleu, du sang, voilà, moi ça me retourne un peu le cœur, on imagine ce qui a pu se passer, mais les agressions elles sont pas montrées. Et donc celle qui a réalisé le film, elle a préféré montrer cette communauté de femmes qui se réunissent pour décider comment elles vont répondre collectivement à ces violences. Alors c'est un peu un huis clos entre ces femmes qui discutent. Alors il y a un homme, l'instituteur des... je suis en train de réfléchir, des garçons, parce qu'en fait les femmes elles vont pas à l'école, donc la quasi-totalité des femmes ne savent pas lire. On a l'impression d'être au Moyen-Âge, et en fait quand j'ai commencé à voir ce film, je me suis dit mais c'est bizarre, cette histoire elle se passe au Moyen-Âge, et après quand j'ai regardé le synopsis, je me suis dit ah non, début des années 2000. Voilà, donc ça existe encore aujourd'hui, c'est assez étonnant, mais le film, franchement, il était super. J'ai beaucoup aimé ce film, voilà, donc je vous le recommande. Vraiment beau film, avec des actrices qui sont super top. D'ailleurs, dans les actrices, celle qui est tout à fait à droite, c'est celle qui a joué dans The Crown, qui était la première reine d'Angleterre dans la série The Crown, dans les 2 premières saisons. Et voilà. Elle est un peu énervée dans ce film. Ça se comprend. Ça se comprend vraiment. Ensuite, une petite chose. Alors que j'ai lu dans un magazine, ça devait être Cerveau et Psycho. Donc c'était un article qui était spécial effet placebo. Et en fait, il y a des études qui ont montré que l'effet placebo fonctionne même lorsqu'on sait que c'est un effet placebo. C'est vrai que pendant longtemps, les médecins et les gens pensaient que l'effet placebo ne fonctionnait que si la personne ne savait pas. Et en fait, on s'est rendu compte, alors il y a des tests avec des crèmes sur des brûlures ou avec des médicaments qui sont censés faire telle ou telle chose, et que même quand la personne on lui dit ça c'est pas un vrai médicament, c'est un effet c'est un placebo, ça fonctionne quand même dans un certain nombre de cas. Voilà, donc c'est intéressant de le savoir parce que ça peut être utile pour nous. Par exemple, on peut très bien avoir mal à la tête et se dire bon, je vais prendre un petit verre d'eau en ayant conscience que cette eau, j'ai envie qu'elle m'enlève mon mal de tête. Et chez un certain nombre de personnes, ça va fonctionner aussi bien qu'une aspirine. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser pour vous, en vous disant telle chose, cette eau, ou vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça va me soulager de telle douleur, ça va m'enlever telle chose. Essayez, c'est assez étonnant. Alors, la dernière émission Capital sur la 6, elle parlait des buffets à volonté.
Alors ça m'a fait quand même un petit peu réfléchir. Bon, il n'y a pas que les buffets asiatiques à volonté, il y a un petit peu de tout. Des buffets à pizza, des buffets de pâtes, ou de cuisine française un peu classique. Il y a absolument de tout. Alors, on a vécu pendant des millions d'années à avoir comme préoccupation principale, vais-je trouver à manger demain? Et depuis quelques dizaines d'années, c'est plutôt je vais encore mal dormir parce que j'ai trop mangé, je suis plein comme une barrique, j'ai les dents du fond qui baignent et je vais pas être bien. Voilà. Donc on est passé de est-ce que je vais arriver à trouver à manger à putain mais j'ai encore trop mangé. Voilà. Et ça c'est un vrai problème. Alors bon, ces buffets à volonté, c'est une vraie orgie culinaire, alimentaire, tout à fait acceptable par la société. Je pense que si à la place, les gens ils se faisaient des rails de coke, ça passerait un petit peu moins. Mais, et donc du coup, ça paraît normal d'aller dans ce type de... Alors moi, j'y suis allé aussi. Hein. D'ailleurs, quand on était gamin, c'était Flunch. Et évidemment, on adorait ça en fait. Pouvoir avoir à disposition tout ce qu'on veut et choisir uniquement ce qu'on aime, c'était le top. Mais c'est vrai que tout ça, ça me met quand même un petit peu mal à l'aise de voir toute cette nourriture, dont une partie sera jetée. Alors bon, il y a certains restaurants qui s'arrangent ou pour recycler certaines choses, certains morceaux de viande en hachis parmentier, en ravioli ou autre. Bon, mais il y a toujours une partie qui est jetée. Voilà. Et maintenant, il y a certains restaurants qui mettent une amende à ceux qui finissent pas leur assiette, et c'est tout à fait normal, mais ils le font pas tous, voilà. Donc il y a encore beaucoup de gâchis, et c'est vrai que je me rends compte que notre rapport à la nourriture est complètement déséquilibré, enfin c'est hallucinant de manger au point de se rendre malade, mais malade dans l'instant, c'est-à-dire qu'on se sent mal, pas malade dans X années. Je mange tellement que je sais très bien que quand je vais sortir, je vais pas être bien. Il va me falloir 15 heures pour arriver à digérer ce repas. Bon, forcément, c'est pas top. Ça me plaît pas trop. Voilà, mais je l'ai fait. Hein. Je voulais vous le montrer à l'actu précédente, et puis en fait, j'avais oublié, puis j'avais plus assez de temps. Alors ça, c'est dans le livre d'anatomie-physiologie dont j'ai parlé il y a 2 actus, je crois. Et c'est intéressant, en fait, c'est les zones, c'est les projections de la douleur à la surface du corps. Et vous voyez, en fait, que suivant le type de douleur, la projection, elle peut être assez étendue. Vous voyez les reins, quand on a un problème au niveau des reins, la projection de la douleur, la vessie, donc on peut avoir sur le devant du corps, et puis à l'arrière, entre les cuisses, certains problèmes de foie au niveau de l'épaule droite, foie et vésicule biliaire, bon, etc., etc. Donc je trouvais que c'était intéressant de prendre conscience de ça, que les douleurs des organes qu'on a à l'intérieur du corps ne se projettent pas forcément exactement à l'endroit où ils sont. Ça peut être sur d'autres zones. Vous voyez l'estomac là, sur la photo à l'arrière du corps? C'est étonnant en fait, entre les 2 omoplates. Alors le cœur, on sait souvent quand on a une crise cardiaque, ça prend tout le bras gauche. Enfin voilà. Donc ça, c'était, je trouve ça intéressant. Alors je pense que vous devez retrouver ce type d'image. Vous voyez le titre, la douleur projetée. Vous devez retrouver ça si vous faites une recherche sur Google en regardant, en cliquant sur images. J'imagine que vous devez le trouver. Je vais vous parler de... Alors Fred Evrard. Alors il a une chaîne YouTube. C'est un coach, c'est un professeur d'arts martiaux, il a fait pas mal de choses, et c'est certains d'entre vous, je vais me mettre en grand, c'est certains d'entre vous qui m'ont parlé de lui en me disant qu'est-ce que tu penses de lui. Alors j'ai regardé quelques vidéos et ça me paraissait pas mal du tout, et puis dernièrement, forcément YouTube, si tu as déjà vu des vidéos d'un tel, il va te proposer d'autres vidéos. Et puis je suis tombé sur une vidéo de lui qui était avec Guy Tannenbaum, qui est connu pour sa chaîne, parce que lui il a eu un cancer et apparemment il est guéri maintenant, sa chaîne qui s'appelle Le Samouraï ou je sais plus. Bon, enfin vous trouverez facilement si ça vous intéresse. Et voilà, donc ils étaient tous les deux,
Donc Fred Evrard était chez Guy à Miami, parce qu'il vit aux États-Unis. Alors pas Guy, hein, Guy vit à Miami, mais Fred il vit aux États-Unis. Et donc voilà, donc dans la vidéo, on voit qu'il n'est pas en forme, et c'est peu de le dire. Et puis il nous raconte qu'il est au bout du bout, il a une tumeur cancéreuse qui bloque son rectum et sa vessie, donc du coup ça l'empêche et d'aller faire pipi et d'aller faire la grosse commission. Donc un vrai calvaire. Il a dû prendre plein d'antidouleurs qui en plus n'ont même pas fonctionné. Il explique également qu'il a perdu sa maison et qu'il vit actuellement très mal le fait de vivre dans un appartement. Donc on suppose que c'est parce que aux États-Unis les frais médicaux c'est hors de prix et que pour se soigner, il a fait des chimios en 2000, je sais plus combien, 2021 ou 22. Et du coup, ça a dû lui coûter sa maison. Moi, ça m'a vraiment touché de le voir, ce mec diminué, fragile. Donc c'est quand même à la base un prof d'arts martiaux. Il avait, alors, je sais pas combien il mesure, mais il a l'air grand, il avait une belle musculature, quand on voit ses photos et tout, ou les vidéos d'avant. Un mec bien bâti. Et là, vraiment, il a perdu énormément de poids. Et voilà. Et il a 51 ans, donc juste 2 ans de plus que moi. Donc forcément, le fait qu'on ait un âge proche, je me sens aussi peut-être un petit peu plus empathique, je sais pas. Et forcément, je me dis, et moi, si je devais vivre la même chose que lui, voilà. Donc à un moment donné, il dit également qu'il comprend pas pourquoi il a eu ce cancer, enfin plutôt cette rechute, parce qu'en fait, il a eu un cancer quelques années auparavant. Il était censé être guéri, et puis il a eu une rechute fulgurante. Et donc il comprend pas pourquoi, parce qu'il dit qu'il a tout fait comme il faut, l'alimentation, il énumère tout ce qu'il a fait. Je sais pas comment il le voit, mais après c'est pas évident parce qu'il est malade et il a la tête dans le guidon et bon, forcément on peut pas avoir assez de recul. Moi je me dis que c'est pas arrivé à cause de la malchance, ou c'est pas uniquement pour des raisons génétiques, parce qu'il parle de ça, parce qu'il a un gène qui favoriserait ce cancer. Petite parenthèse, si c'était vraiment que génétique, il aurait eu ça à la naissance ou dans la petite enfance. Pourquoi est-ce que ça s'est déclenché alors je sais pas à quel âge ça s'est déclenché, à 40, 45 ans, peu importe. Pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là ? Parce qu'il y a eu quelque chose dans sa vie qui a activé ce gène et qui a créé ce cancer. Voilà. Donc la génétique, la plupart des scientifiques, ils disent que ça a un poids, alors, suivant les scientifiques, de 2 à 20%, et puis que le reste, c'est notre hygiène de vie. C'est ce qu'on fait de notre vie. C'est la qualité de notre sommeil, notre activité physique, la façon dont on gère notre stress, notre alimentation, etc. etc. Donc, logiquement, il y a des choses qu'il n'a pas faites correctement. Alors, moi, mon hypothèse, parce que j'ai étudié la géobiologie, et le fait de dormir à un endroit qui est pathogène va affaiblir notre système immunitaire, et donc ça peut être un des facteurs qui va nous faire basculer vers le cancer. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir d'autres choses. Alors forcément, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, il y a forcément d'autres choses. Et puis bon, il parle aussi du gros stress qu'il a eu lorsqu'il a perdu sa maison. Ça, je comprends que c'est un vrai problème, parce que vivre en appartement, quand on a pu jouir d'une maison avec dans la nature et tout. Et puis, alors j'ai vu cette vidéo-là, et puis ensuite j'ai vu une vidéo qui a dû être tournée 1 an plus tôt, avec, donc c'est Thierry Casasnovas qui l'interviewe. Et en fait, là, dans cette vidéo, c'est vrai que quand on regarde la vidéo dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, et puis il y a 1 an, en fait, il dit tout va bien, qu'il a eu un cancer, mais qu'il est guéri, et que c'est probablement parce qu'il a fait telle et telle chose, sauf que ces choses qu'il a continué à faire après n'ont pas été suffisantes pour l'empêcher de faire une rechute. Donc quand on regarde la vidéo d'avant, on se dit « Ah, c'est chouette, il faut que je fasse ça et tout, ça c'est génial pour pas avoir de cancer et tout, pour se guérir d'un cancer », on se rend compte que c'est pas forcément suffisant. Donc voilà.
Bon, après, c'est vrai quand on regarde la symbolique, alors il a dit qu'il travaille aussi avec un ami psy sur la symbolique, mais bon, quelque chose, il s'est créé une tumeur qui l'empêche d'évacuer complètement les déchets du corps, et l'urine et les selles. Symboliquement, je sais pas, mais il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir des choses en lui qu'il n'accepte pas, mais vraiment des choses qui le dégoûtent, ou je sais pas, et donc son corps, lui, il a créé ça de façon symbolique, voilà. Il a créé une tumeur, enfin cette symbolique, il a créé plutôt de façon physique. Bon, enfin, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça m'a vraiment, ça m'a interpellé, ça m'a touché, j'étais pas bien en fait, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais vraiment pas bien. Voilà, donc c'est pas parce qu'on mange bio, parce qu'on a telle activité physique, c'est pas forcément suffisant, parce que peut-être que la chose la plus importante, on n'agit pas dessus. Et peut-être que pour lui, la chose la plus importante, c'était des choses d'ordre psychologique, des choses qui sont restées en lui, qui l'ont bouffé intérieurement, et ça lui semblait peut-être pas aussi important que ça. Je sais pas. En tout cas, voilà, moi ça me fait réfléchir à titre personnel. Bon, alors on va parler de choses un petit peu plus légères. Alors, je vais vous parler de un produit, Eneobiol Auto-Bronzant. Donc il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Hop, je lui ai répondu. Non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Comme ça, je vous l'affiche. Alors, vous voyez la composition ici de cet Eneobiol Auto-Bronzant. Donc c'est un complément alimentaire qu'on prend en voie interne. Et du coup, on va voir ensemble rapidement, on va interpréter cette composition. Alors vous savez que c'est par ordre d'importance des ingrédients. Par ordre d'importance des ingrédients. Donc l'ingrédient le plus important, c'est de l'huile de tournesol, pas top, qui est riche en oméga 6, et donc qui sert en fait comme dispersant pour les extraits végétaux qu'il y aura après. Donc ça sert à rien, mais c'est ce qu'il y a en plus grande quantité. Ensuite, en deuxième, c'est de la gélatine. Donc s'il n'y a rien marqué, c'est ou de la gélatine bovine ou de la gélatine porcine. Sinon, si c'est la gélatine de poisson, il doit y avoir une mention poisson à cause des personnes qui sont allergiques au poisson. Donc on sait que c'est pas du poisson. Et ensuite, on a les ingrédients. Alors on a un extrait de tomate, on a un agent d'enrobage, du glycérol. Ensuite, on a un extrait d'algue. Ensuite, on a un émulsifiant. Et quand vous voyez que l'émulsifiant, par exemple, le monostéarate de glycérol, qui à mon avis n'est pas top, parce qu'on sait que la plupart des émulsifiants, ils vont agir sur le mucus protecteur de nos intestins. Et ça va créer des trous dans ce mucus, et c'est ce qui va favoriser un intestin irritable, notamment. Donc c'est pas top. Et donc, comme c'est par ordre d'ingrédients, on sait que l'extrait de curcuma, il y en a moins que cet émulsifiant, et il y en a moins que l'agent d'enrobage qui vient après, qui est du sorbitol. Voilà, donc c'est pas top aussi. Ce sucre-là, il est pas top, un sucre d'alcool. Ensuite, on a un extrait de tagette, et on a encore un émulsifiant, la lécithine de soja. Voilà, pas top aussi pour notre mucus intestinal. Ensuite, on a un épaississant de la cire d'abeille. Bisglycinate de cuivre, rien à dire. On a un colorant en oxyde de fer. Et puis on finit en beauté par un arôme chocolat. Alors on sait qu'il n'est pas naturel, parce que si on y aurait marqué arôme naturel, il y aurait marqué arôme naturel. Voilà, arôme naturel de chocolat, ou arôme, là c'est un arôme de synthèse du coup, saveur chocolat. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que y a des petits pièges, et c'est vraiment le type de produit qui est pas top, parce qu'il y a quand même beaucoup d'additifs. On a un agent d'enrobage, un émulsifiant, 2, un autre agent d'enrobage, 3, un autre émulsifiant, 4, un épaississant, 5, 6, 7, colorant et arôme. Bon, voilà, donc tout ça c'est ingéré. Le but en fait de ce complément alimentaire, c'est d'apporter des extraits végétaux qui vont colorer le sang, donc pour avoir un teint un peu... alors bon, c'est vrai que souvent on dit aller, mais suivant les types de peau, ça peut être jaune.
un peu couleur carotte, donc des fois ça va, des fois c'est pas très joli, et si on en prend trop, ça fait vraiment carotte, donc il faut faire attention. Mais bon, le problème, c'est qu'ils mettent trop d'additifs, trop de choses qui ne devraient pas faire partie à mon avis, d'un complément alimentaire. Voilà. Donc, bof, hein. Voilà. Alors après, un petit documentaire qui a été fait par quelqu'un d'une chaîne YouTube. Donc ce documentaire, il s'appelle Les sombres secrets du chocolat. Et vous tapez ça, Les sombres secrets du chocolat sur YouTube, et vous allez tomber sur la vidéo de... donc c'est ce monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Sa chaîne YouTube, elle s'appelle Trouble Fait. Et bon, vous voyez là un peu la longueur de la vidéo, 1h10. Alors c'était très fouillé, vraiment hyper intéressant. Mais bon, ça donne plus envie de manger du chocolat quand on voit un petit peu l'industrie agroalimentaire, ce qu'elle fait. Alors, on y apprend qu'il y a des enfants de 12 à 13 ans qui sont enlevés de leur village et qui vont aller dans les cultures de cacao. Voilà, donc ça c'est sympa. Certains procédés de fabrication pour extraire le beurre de cacao, enfin il y a des trucs, c'est une cata absolue. Alors bon, moi je me rassure un petit peu en me disant que je prenais du chocolat bio et équitable. Donc il n'est pas censé y avoir ça normalement. Mais voilà, on apprend quand même des choses. Je vais vous lire ce qu'il dit. Et oui, c'est ça la CE, ça sert à se compliquer la vie pour faire de la merde à la fin. Vous et moi payons des impôts pour financer ce bordel bureaucratique servant à des multinationales adeptes de l'évasion fiscale à abaisser leurs coûts de production au détriment du bon goût du vrai chocolat et de notre santé. Voilà, donc c'est vrai que, voilà, il résume. L'Union européenne qui va tergiverser pour des trucs qui, au final, ça va rien changer. Les industriels, ils vont nous faire des produits tout aussi dégueulasses. Et puis surtout, ils vont continuer à faire de l'évasion fiscale, à ne pas s'occuper du fait qu'il y a des enfants qui travaillent dans les exploitations de cacao. Intéressant, et si vous voulez vous dégoûter du chocolat, allez-y. Bon, je sais que pour un certain nombre, ce ne sera pas suffisant. On est d'accord. Mais bon, intéressant à regarder quand même. Pour finir, parce que je vois que ça fait déjà un petit peu plus d'une demi-heure, donc je veux pas trop dépasser. Bon, dans quoi j'en ai parlé ? Je sais plus si c'est dans un live passé, il n'y a pas longtemps, ou dans une actu. J'ai parlé du sucre et des fruits. Et en fait, j'ai eu des commentaires de personnes qui se plaignent, qui se disent que c'est pas vrai. Donc ce que j'ai dit, c'est que si vous mangez des fruits, c'est pour avoir votre shoot de sucre. Parce que aujourd'hui, les fruits, c'est essentiellement du sucre. Les fruits d'avant étaient beaucoup moins sucrés, beaucoup plus acides, plus âpres. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ne mangeraient pas les fruits d'il y a 100 ans. Aujourd'hui, on ne mange pas un fruit pour sa teneur en vitamine C, on mange un fruit parce que ça nous apporte du sucre et parce qu'on est accro au sucre. Et ça gêne terriblement ceux qui mangent beaucoup de fruits, mais pourtant c'est la réalité. Pourquoi est-ce qu'au lieu de manger des fruits, vous ne mangez pas des légumes qui ont tant de vitamines que les fruits, mais qui ont beaucoup moins de sucre, ou quasiment pas de sucre, qui ne sont pas acides? Voilà, pourquoi ? Mais parce que les fruits, c'est bourré de sucre, tout simplement. Et c'est un vrai problème, ce sucre, parce que... alors, c'est pas un problème si on mange uniquement des fruits de saison et en petite quantité. C'est un problème si on en mange trop. Aujourd'hui, les fruits, c'est des fruits Frankenstein, en fait. Ça n'a rien à voir avec les fruits originaux. C'est du sucre et du sucre. Donc, c'est comme ça, mais il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Si vous mangez des fruits, c'est uniquement pour avoir votre dose de sucre sans vous sentir trop coupable. Il faut l'accepter. C'est un fait. Bon, et ben ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à la prochaine actu de la semaine. D'ici là, portez-vous bien